Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du tourisme, secrétaire d'État au tourisme, a passé le week-end dans les Hautes-Pyrénées. À l'occasion des vacances scolaires, elle en a profité pour aller à la rencontre des élus et des acteurs du tourisme. À Lourdes, elle s'est d'abord rendue sur les sites emblématiques du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et du château fort afin d'évoquer les enjeux liés au tourisme patrimonial et cultuel. En tout cas, c'est vrai que ça montre qu'on a énormément d'atouts en France. Donc, un ministère dédié depuis Michel Barnier. C'est Marina Ferrari qui a ouvert la mission, qui est restée 3 mois. Moi, je suis restée 2 mois et demi ministre des Relations avec le Parlement. Et je suis devenue, avec François Bayrou, ministre en charge du tourisme. Un ministère donc, qui n'avait pas vu le jour depuis 17 ans et qui est au pôle Bercy, parce que, effectivement, pour nous, c'est important de parler d'économie du tourisme. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir présenter 2 chiffres records cette année, 100 millions de visiteurs, donc le pays le plus visité au monde. Nous sommes encore le pays le plus visité au monde, et 10%, 12% par rapport au chiffre de 2023 de recettes, et donc nous sommes arrivés en année 2024 à 71 milliards de recettes. Mais derrière ces chiffres, il y a une réalité, et ce qui fait que nous devons réagir assez vite sur cette stratégie. C'est que 100 millions de visiteurs, l'Espagne est à 98 millions. C'est-à-dire que nous sommes allés très près par des pays qui ont énormément investi ces dernières années, et notamment avec les fonds, grâce aux fonds européens. Donc l'Espagne pourrait être le premier pays visité si nous ne réagissons pas assez vite. Et comme vous le disiez, on peut effectivement viser des podiums, mais nous on souhaite continuer à être le pays le plus visité du monde, mais il faut absolument qu'ils arrivent à dépenser plus, parce que nous avons perdu une place. Les États-Unis, l'Espagne et le Royaume-Uni sont les 3 premiers pays où les touristes dépensent le plus. Nous arrivons en 4e position. D'où l'importance de pouvoir mettre en route une stratégie, une feuille de route stratégique ambitieuse, que j'ai pu co-construire, parce que je vois des représentants CCI, UMI, GHR, et je vais en oublier, donc déjà je me suis fait plein d'ennemis, plein air, et... désolée pour ceux que je ne cite pas, mais en tout cas j'ai vu plus de 50 acteurs et j'ai fait plus de 15 déplacements déjà depuis 2 mois. Pour co-construire cette feuille de route, et puis parce que nous avons un opérateur national, vous l'avez rappelé, Atout France, avec lequel je travaille étroitement. Alors, un opérateur national un peu particulier. Quand je dis je travaille avec lui, c'est que l'État a la main sur son opérateur national. Mais ce qui est intéressant, et je pense que c'est notre force ici au tourisme, c'est que c'est le seul groupement d'intérêt d'entreprise. C'est-à-dire, c'est le seul opérateur public-privé, en fait, puisqu'il compte 1200 adhérents. Et donc, il est important que nous confortions cet opérateur national pour nous accompagner dans cette stratégie et cette ambition qui est de devenir le premier pays qui effectivement aura une stratégie de tourisme durable, inclusive et innovante. Alors, durable, tout le monde a compris les enjeux environnementaux, et vous avez été plusieurs depuis des années à travailler sur des thèmes importants comme la sobriété hydrique, la gestion de l'eau, sur la gestion des déchets, vous en parliez, sur la décarbonation. Donc, effectivement, nous sommes un des pays les plus avancés sur cette stratégie durable. Autant la mettre en avant pour vendre cette destination durable. Mais durable, pour moi, ça veut aussi dire dans le temps, c'est-à-dire un tourisme qui va pouvoir se déployer toute l'année. C'est là où je serais intéressée d'avoir effectivement cette conversation avec vous, parce que pour se déployer toute l'année, ça veut dire qu'il faut qu'on ait les services toute l'année et que nos structures puissent être ouvertes toute l'année.
Mais il est important de dépasser dans notre stratégie, notre économie aujourd'hui, la mise en avant de la montagne l'hiver, le littoral l'été. Ce sont deux pôles qu'il faut qu'on conforte et que l'on continue. Et le poids de la montagne dans ces départements est important. Donc il faut continuer à le valoriser. Mais il est intéressant aussi que nous puissions mettre en avant notre ruralité qui effectivement regorge de pépites pour certaines qu'il faut que nous arrivions à remettre en tourisme. Donc cette durabilité, c'est cela, les enjeux environnementaux et ce tourisme annuel et spatial. L'inclusivité, ça c'est effectivement une promesse républicaine, parce que nous devons, et si l'État doit investir, c'est énormément aussi dans ce pilier inclusif, c'est le tourisme social. Et demain, nous allons, Maryse, voir une colonie parce que aujourd'hui, nous avons encore 40% d'enfants en France qui ne savent pas ce que le mot vacances veut dire. Donc ça, ce n'est pas possible. Il faut faire des efforts sur ce sujet. Nous en faisons. Il faut que je rencontre des acteurs, beaucoup plus d'acteurs sur le tourisme social pour savoir comment nous pouvons accélérer sur ce dossier. Et l'inclusif, sont les personnes différentes, personnes handicapées, 12 millions en France, une personne sur 6 au niveau mondial. Donc il faut plutôt le voir comme un effet de levier plutôt que comme une contrainte. C'est un tourisme à part entière aussi. Les personnes qui sont porteurs de handicap ont besoin d'être entourées, mais ont besoin de vacances aussi, que nous leur permettions de pouvoir avoir ces vacances. Il faut peut-être avoir un peu plus d'attention dès le départ, c'est-à-dire quand du domicile de la personne jusqu'à son lieu de villégiature, s'assurer qu'il n'y a pas de problématique compte tenu de ces différents handicaps pour arriver jusqu'à son point de destination. Et à son point de destination, c'est sûr, c'est chouette d'arriver dans un endroit sécurisé, mais pour ça, il faut aussi avoir les activités, parce que si c'est pour rester entre 4 murs et ne pas pouvoir sortir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, il faut développer l'accessibilité au niveau de l'ensemble de nos activités, ou en tout cas le plus grand nombre. Donc ça, un volet important aussi. Je m'appuie beaucoup sur notre opérateur national, puisque nous gérons à travers eux le label Tourisme et Handicap, qui avant était géré par mon administration, mais l'on voit bien que depuis qu'Atout France a récupéré le dossier, là on est en phase d'accélération. Atout France est un phénomène qui nous a beaucoup aidé et sur lequel il faut que l'on puisse continuer alors à surfer ou alors à bosser, parce que comme on a les Jeux Olympiques d'hiver, et les bosses, c'est des rebonds, comme disait Garbe Campiron, il faut voir l'effet rebond. C'est le P des jobs, c'est les Jeux Paralympiques, qui ont permis de donner une autre image sur le handicap. Beaucoup de personnes se sont connectées, en plus c'était la reprise, c'était pas les vacances, et c'est vrai que ça a eu un fort retentissement. Et depuis, nous avons énormément de dossiers qui sont à l'étude sur ce label. On avait 3700 sites ou lieux labellisés. J'ai 600 dossiers en attente, ce qui me fait dire que normalement, en 2025, on devrait arriver facilement à 4500 sites. Et vraiment, on va avoir une croissance importante en la matière. Et puis, le troisième pilier, c'est l'innovation. L'innovation, c'est le digital, c'est la tech, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui va nous permettre d'avoir des produits innovants qui vont aider dans l'atteinte des objectifs des 2 premiers piliers. Et le digital, c'est le partage de la data, parce que nous recevons 100 millions de visiteurs, mais nous les connaissons très peu. Et en fait, il faut aujourd'hui que nous ayons des données beaucoup plus ouvertes, que les professionnels puissent avoir accès à ces données pour pouvoir qualifier leur offre et mieux recevoir effectivement ces publics pour les retrouver, les fidéliser. Et là, vous avez une formidable opportunité quand je vois les chiffres effectivement de votre primo accueil. Alors ça, c'est une feuille de route ambitieuse. Il n'en reste pas moins que nous avons des freins qu'il faut que nous levions ensemble, et c'est l'occasion pour moi d'abord de vous remercier, parce que si aujourd'hui nous représentons 8% de la richesse nationale, donc du PIB,
et que nous engrangeons 200 milliards de chiffre d'affaires, c'est bien grâce à vous, acteurs du tourisme, grâce à votre engagement au quotidien. Nous devons continuer à vous accompagner sur votre secteur d'activité qui effectivement a souffert pendant la Covid. Nous avons beaucoup accompagné et je pense qu'ici Lourdes d'autant plus puisque nous avons eu le plan Lourdes avec 100 millions d'euros et vous avez un préfet dévoué corps et âme puisqu'il n'arrête pas de me parler du plan Lourdes alors qu'il est préfet de l'ensemble du département. Donc c'est vrai qu'on est à Lourdes, hein, mais ça vous préoccupe particulièrement. En tout cas, vous avez à disposition les services de l'État qui sont là pour vous accompagner et vous aider. Et donc, ces freins sont de plusieurs ordres. Ressources humaines, on l'a dit. J'ai lancé la 3e édition de la Semaine des métiers du tourisme dans la suite de ce qui avait été fait les années d'avant. Et là, j'ai demandé déjà que nous travaillions à la 4e édition. Alors, on est un peu en mode projet et un peu hyperactif, parce qu'on ne sait jamais combien de temps on va rester maintenant. Donc, on essaye d'être proactif et on a un nouveau mode de management. C'est le court terme, le moyen terme, et voilà le long terme. Mais bon, ça ne nous empêche pas de lancer les dossiers. Mais du coup, on a vraiment une pression, et c'est vrai que les équipes, l'administration, essayent de sortir les dossiers le plus vite possible. Donc j'espère que ce coup d'accélération, et c'est une bonne chose, sera bénéfique parce que ça va faire avancer beaucoup de dossiers, mais on a quand même un peu besoin, vous avez exprimé le besoin d'avoir de la stabilité, parce que c'est vrai que c'est bien quand on a un peu de visibilité, un peu de temps pour lancer nos différents dossiers. Mais je travaille déjà sur la 4e édition, alors que la 3e édition est du 17 au 23 mars, qui consiste à labelliser des actions qui vont permettre dans vos entreprises, dans les organismes de formation, à des jeunes de 15-25 ans ou à des demandeurs d'emploi de découvrir vos métiers, de pouvoir aller à la rencontre de salariés, de chefs d'entreprise pour découvrir au-delà d'hôtellerie-restauration, mais bien sûr en hôtellerie-restauration, mais au-delà que le tourisme c'est une variété d'acteurs et donc de possibilités de rentrer dans cette filière. Je mettrai quand même, et nous mettrons comme d'habitude l'accent sur l'hôtellerie-restauration, puisque c'est aujourd'hui 63 000 places vacantes à pourvoir immédiatement. Donc nous avons un travail particulier à faire de réengagement sur l'image de l'hôtellerie-restauration. Et ça, je m'y emploierai. Mais nous allons avoir une campagne pour la 4e édition beaucoup plus offensive sur les réseaux sociaux, avec des mini-présentations, et là on va essayer de saturer en fait de mini-présentations. Au moment où là j'en aurai 4-5 cette année sur le site, on va essayer avec les acteurs privés que vous êtes de pouvoir récupérer des capsules vidéo que nous pourrons, une centaine au moins, et que nous pourrons partager pendant quelques semaines pour que ça n'échappe pas à nos différents jeunes et qu'ils aient envie de s'investir dans cette filière. Donc la ressource humaine, recrutement, logement, parce que c'est... et ça j'y travaille avec Valérie Létard, donc la montagne peut bénéficier de certains dispositifs qu'il faut que nous arrivions à étendre sur l'ensemble du territoire pour le comptage notamment des logements sociaux. Et que nous arrivions à déployer les plans que nous avons vus avec la profession, une mobilisation des internats, meilleure plateforme d'interface, etc., etc. Donc ça, nous y travaillons, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut intensifier sérieusement. Ensuite, comme frein, nous avons la capitalisation. Nous avons besoin de fonds d'investissement et notamment sur la rénovation de l'hôtellerie. C'est aujourd'hui, l'Espagne est en train de prendre une longueur d'avance avec les fonds européens. Nous, il faut aussi que nous arrivions à rénover une hôtellerie qui est un peu vieillissante et aussi à avoir plus de lits hôteliers sur l'ensemble du territoire. Nous sommes les leaders européens du plein air, et ça nous pouvons nous en féliciter, mais nous n'avons pas assez de capacité hôtelière pour maintenir l'offre
des touristes qui changent, comme vous l'avez dit. Nous n'avons pas les mêmes, nous n'avons plus les mêmes. Donc, nous devons aujourd'hui avoir une offre qui puisse contenter le plus grand nombre. Pour ça, fonds d'investissement, c'est vrai que c'est au moment où BPI, Caisse des dépôts, revoit leur offre, et là, je suis en train de travailler avec eux pour que nous puissions à nouveau vous proposer des prêts d'investissement grâce à ces outils-là. Mais nous avons une épargne des Français conséquente qui souvent est investie dans des fonds américains qui nous reviennent sur des propositions d'investissement alors que nous pourrions faire du direct. C'est-à-dire que le secteur du tourisme est un secteur qui ne comporte pas trop de risques, qui pourrait être un très bon fonds d'investissement pour que nos épargnants français soient directs dans des fonds d'investissement français fléchés sur notre secteur du tourisme. Et puis, des capitalisations ouvertes à l'international sur ces fonds d'investissement, et là plus sur le patrimoine, parce qu'on voit bien l'appétence sur le patrimoine, on l'a vu sur Notre-Dame. Et donc, nous en ferons, et nous en avons fait un acte majeur du prochain Choose France, puisque ce sera une des grosses thématiques, c'est le patrimoine mis en tourisme, offert entre guillemets, la possibilité offerte à nos investisseurs internationaux. Nous ne départissons pas de notre patrimoine, évidemment, mais nous demandons la collaboration et l'aide de ces investisseurs. Et puis le troisième frein, c'est la norme, le coût de la norme et la multiplication de la norme. Et donc nous avons lancé un cycle de simplification. Alors il y a déjà une loi simplification qui va arriver à l'Assemblée nationale en avril, qui avait déjà été vue au Sénat. Nous avions travaillé avec le groupe d'Olivier Rickman sur les délégations aux entreprises, et donc il va continuer sa vie, croisé avec le texte de Guillaume Casbarian. Mais en ce qui concerne le tourisme, je souhaite avoir un projet de loi à part entière sur le code du tourisme et des codes annexes, puisqu'on voit bien qu'en urbanisme, on a beaucoup à faire aussi, et ça j'en ai parlé à l'ensemble des fédérations du secteur du tourisme, pour que l'on puisse, d'ici quelques mois, poser ce projet de loi pour simplifier et abaisser le coût de la norme. Donc voilà, ça c'est en quelques mots que nous souhaitons lancer dans quelques jours avec François Bayrou sur la stratégie du tourisme. Donc, vous voyez, c'est une feuille de route ambitieuse à 2030, mais en fait, vous avez déjà fait une grande partie du chemin, et il nous faut aujourd'hui, grâce à cette feuille de route, reprendre dans les salons, puisque moi, quand je suis allée au Fitur à Madrid, je n'ai pas vu de pavillon français, puisque pour des raisons de coût, cette décision avait été prise en se disant, eh bien, de toute manière, nous resterons éternellement le premier pays du monde visité. Ouais, jamais d'éternel. Je vous dis, je viens de la Gironde, je suis bien placée avec la crise viticole pour vous dire qu'effectivement, il n'y a jamais d'éternel. Même quand on parle du vin de Bordeaux. Donc il faut toujours avoir une stratégie proactive pour faire venir nos touristes. En tout cas, je souhaite pouvoir incarner cette stratégie ambitieuse auprès de François.